Châtelier sur le programme de recherche. C'est la performance du système de soins de la Direction générale de l'offre de France. Cet atelier n'est pas juste à ce propos-là, il est aussi tout généralement sur le projet, faire un bilan du projet, mais aussi quels sont les contacts à ma région pour monter un projet de recherche. Donc, à cette présente avec moi Diane Tassi, qui est chargée des missions innovation à la Direction générale de l'offre de soins au bureau PS4 innovation et recherche, et Alban Dupont, qui est chef de chargé des missions à GFCS, qui accompagne les porteurs de recherche et qui nous donnera. On a aussi en ligne le professeur Gilles Châtelier, qui est à PUPH à l'hôpital européen Georges Pompidou, à l'APHP, qui est vice-président du PREPS, donc de ce programme de recherche dont nous parlera Diane. Donc moi-même, je travaille à la délégation du numérique en santé. Nous avons donc la stratégie d'accélération du numérique en santé, d'où la journée aujourd'hui qu'on organise. Et il nous a semblé important d'associer la DGOS à cet atelier-là pour nous raconter, pour nous dire quels sont les dispositifs de financement en cours, qu'est-ce que c'est le PREPS en fait en général, parce qu'on a beaucoup parlé de performance du système de soins. Donc elle nous donne quelques chiffres sur le projet, comment on peut découvrir du projet. Et puis également, on nous dira quels sont les soutiens locaux disponibles pour les porteurs de projets de recherche. Je passe donc la parole premièrement à Diane, ensuite à Gilles Châtelier et ensuite à Alban. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation, on va dire un peu générale de qu'est-ce que c'est que le PREPS et donner quelques chiffres. Ça va au-delà du numérique. Le PREPS, c'est un appel à projet qui est plus générique. Pour le placer dans son contexte, donc le PREPS, c'est un des programmes ministériels de recherche appliquée en santé, donc géré par la DGOS. Il y a cinq programmes de recherche. Je vais les énoncer, mais je ne rentrerai pas dans le détail de chacun. Donc, on a le PRT, qui est un programme de recherche transnationnel qui, lui, vise à financer des projets qui ont vocation à faire passer de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Le PHRC, donc pour un programme hospitalier de recherche clinique, qui lui vise à évaluer l'efficacité, la sécurité, la tolérance et la faisabilité des technologies de santé. Le PRME, programme de recherche médico-économique, qui lui va s'attacher à financer des projets qui visent à montrer l'efficience des technologies de santé innovantes ou des parcours de soins. Le PREPS, donc qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, donc le programme de recherche sur la performance des systèmes de soins que je détaillerai après, et enfin le PHRIP, programme hospitalier de recherche en soins infirmiers et paramédicaux, qui lui vise des projets de recherche sur les pratiques des auxiliaires médicaux. Tous ces programmes, ils sont intégrés dans ce que l'on appelle le continuum de la recherche. Ils se situent, on va dire, après donc, la recherche fondamentale et avant, notamment si on parle de technologie de santé, avant l'évaluation et l'intégration dans le parcours de soins, ou on va dire dans la prise en charge des patients si le sujet porte pour le coup sur des parcours de soins. Vous avez en bas de la slide le lien vers l'instruction pour les prochains appels à projets, puisqu'on vient d'ouvrir la prochaine campagne. Donc, si vous voulez les textes, on va dire, qui régissent ces appels à projets, je vous invite à aller sur ce lien, et comme ça, vous aurez le texte officiel de tous les appels. Bien, la slide suivante. Donc, le PREPS, concrètement, donc ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça a comme finalité? Le but du PREPS, c'est d'aller financer des projets qui visent l'évaluation de nouveaux modes de prise en charge et de qualité de projets qui permettent d'améliorer la qualité des pratiques. Donc, on va être dans de la recherche, on va dire, organisationnelle, avec l'expérimentation par exemple, de nouveaux modèles d'offres ou d'organisation de systèmes de santé, de nouveaux parcours, on va dire un peu tous les projets qui peuvent servir à améliorer l'efficacité, l'efficience de l'organisation des soins. Donc voilà, vraiment l'aspect organisationnel qui est très présent. Le projet ne doit pas nécessairement être interventionnel. Il peut, mais ce n'est pas une obligation. On finance également des projets non interventionnels. Par contre, on souhaite financer des projets qui auraient, on pense, à une qualité scientifique importante permettant d'avoir des résultats à haut niveau de preuve et dont les résultats pourraient être généralisables et qui ne soient pas simplement les résultats puissent aller au-delà du projet de recherche. Le but, c'est que les résultats puissent être pris en compte par
par les pouvoirs publics et donc déployés, on va dire, dans les politiques publiques pour améliorer le système de soins. Donc, concrètement, comment ça se passe, la sélection d'un projet au PREPS? Donc, vous avez, pour un projet, pour nous, il est déposé par un duo établissement de santé et porteur de projet. C'est ces deux entités, on va dire là, qui vont déposer le projet, puisqu'on est en fait sur des fonds assurance maladie qui ne pourront être versés qu'aux établissements de santé. Je reviendrai après sur justement comment se passe le financement. Donc, on va dire que ce binôme établissement de santé, au sens large, hein, ça va de la maison de santé au CHU, mais ce n'est pas forcément que les CHU, ça peut être des petites structures type maison de santé, vont déposer des lettres d'intention. Ces lettres d'intention vont être évaluées par un premier jury qui est constitué de représentants des institutions publiques, dans l'idée comme je vous dis, que les résultats puissent servir les politiques publiques. Donc là, ce qui va être regardé, c'est déjà, est-ce que le projet est éligible au PREPS, et ensuite l'utilité, l'originalité et la pertinence par rapport, avec ce regard, on va dire, politique publique. Là, il y a un certain nombre, il y a à peu près la moitié des dossiers qui sont sélectionnés. Et donc ensuite, ceux qui sont sélectionnés peuvent déposer un dossier complet. Et là, il y a un deuxième jury qui, lui, est composé de pairs, donc d'experts scientifiques, qui, eux, vont s'attacher à regarder la qualité scientifique et la faisabilité du projet. Et donc, passer cette deuxième étape, il y a un certain nombre de projets qui sont retenus pour financement. Donc, comme je vous dis, la prochaine campagne a été lancée et on attend les lettres d'intention pour le 6 octobre, prochain. Je vous invite à consulter le site du ministère pour avoir toutes les informations. Le dépôt se fait sur un site qui s'appelle Innovarc. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais voilà, si vous allez regarder l'instruction, vous avez toutes ces informations-là. Donc, assez rapidement, une fois qu'un projet est sélectionné pour financement, le financement se fait en 5 tranches. On ne verse pas l'ensemble du financement au début, ce qui permet aussi de se donner la possibilité de sélectionner des projets qui seraient peut-être un peu plus risqués, mais que s'ils n'avancent pas, on finance en fonction de l'avancement. Et donc, on va déléguer l'ensemble des fonds à l'établissement de santé coordinateur, et c'est à lui ensuite de répartir l'argent aux autres établissements ou aux autres on va dire, entités avec lesquelles il travaille sur le projet. Nous, notre interlocuteur privilégié, c'est l'établissement de santé coordinateur et le porteur. Donc, quelques chiffres sur le PrEP ces dernières années. Donc, depuis 2013, on a sélectionné et financé 236 projets. Ça représente un peu plus de 115 millions d'euros. Et donc, c'est à peu près, on va dire, entre 25 et 30 projets par an pour, on va dire, une quinzaine de millions d'euros. Cette année, on a une baisse dans le nombre de projets sélectionnés, mais qui est due à une baisse de nombre de projets déposés, très certainement à cause de la situation des dernières années qui n'a forcément pas aidé côté à ce que les établissements de santé se mobilisent sur de la recherche, mais donc voilà, on espère que c'est on va dire ponctuel, et donc on est sur cet ordre de grandeur là d'une trentaine de projets par an avec à peu près 15 millions d'euros. Là, je vous ai mis pareil un lien sur le site du ministère. Vous pouvez retrouver tous les projets qui ont été sélectionnés depuis 2012, donc depuis la création du PREPS. Bien sûr, je ne vous ai pas mis l'ensemble des plus de 200 projets. J'ai sélectionné quelques exemples qui avaient un caractère, on va dire, soit numérique, soit basé sur de l'analyse de données. C'est un échantillon de ce qui peut être fait. Le PrEP, ce n'est pas spécifique numérique, mais on voit actuellement si les outils numériques peuvent apporter des changements organisationnels. Donc, l'étude de ces changements organisationnels peuvent faire l'objet du PREPS. Je pense que Gilles Châtelier reviendra sur ce point-là. Le PREPS n'est pas forcément là pour valider la solution en tant que solution. Elle est là pour s'intéresser à son intégration et son apport et son impact sur les systèmes. Donc, voilà, là, vous avez, je crois que les 2-3 premiers sont des projets, je vous laisse en prendre connaissance, mais voilà, qui sont des projets qui portent soit sur des outils digitaux ou des questions de télémédecine. Et les deux derniers sont des projets qui se sont basés sur des données issues des systèmes d'information hospitaliers. Donc voilà,
on a financé ce type de projet. Si voilà, aujourd'hui vous vous dites, bah, tiens, pourquoi pas, je travaille dans un établissement de santé ou pas du tout, je me rapproche d'un établissement de santé, je veux déposer un projet, mais je sais pas comment, voilà, je sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Vous avez un certain nombre de structures pour vous accompagner. Alors, ça va bien sûr au-delà du PREPS. Et donc, nous, on vous encourage à vous rapprocher de vos structures, on va dire, locales. Vous avez les CIC, les centres d'investigation clinique, les DRCI, les directions de la recherche clinique et de l'innovation, les CRC, les centres de recherche clinique, oui. Les GIRCI, là, je laisserai Alban en parler plus en détail, donc les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation, je ne suis pas trompée, et les ARS, les agences régionales de santé. Ils vont pouvoir éventuellement vous rediriger ou vous apporter des soutiens méthodologiques dans la construction de votre projet, dans la construction de votre budget, et même après, dans la suite, enfin, s'il y a un projet qui est sélectionné, dans tout ce qui est réglementaire et méthodologie au cours du projet. Après. Et je vais profiter de cette intervention pour faire une ouverture, on va dire, européenne qui va au-delà du PREPS. Vous pouvez, le PREPS est ouvert à des projets internationaux, mais en pratique, on voit que la plupart des projets sont franco-français. C'est pas un mal non plus, hein. Mais vu que la thématique de la journée, c'était une ouverture sur l'Europe et le transfrontalier, il nous paraissait intéressant de vous faire part d'un partenariat européen sur la transformation des systèmes de soins et de santé, dans lequel la France et la DGOS plus particulièrement s'impliquent. Donc, c'est un partenariat qui est monté dans le cadre d'Horizon Europe, qui, si tout se passe bien, devrait débuter en 2023, donc sur la période 2023-2030. Je dis si tout se passe bien parce que le texte est actuellement en cours d'évaluation au niveau de la Commission européenne. Bon, on a bon espoir que ça aboutisse. Aujourd'hui, il y a plus de 60 partenaires de 25 pays différents qui ont indiqué être intéressés par le partenariat. Et le but, c'est, le vœu un peu pieux, c'est de contribuer à la transformation des systèmes de soins et de santé en s'appuyant sur des travaux de recherche et d'innovation. Et donc, il y aura notamment dans ce cadre-là des appels à projets transnationaux sur des problématiques de transformation des systèmes de santé, d'innovation organisationnelle, et forcément ça inclura des volets numériques et données de santé. Voilà, donc je voulais finir mon propos par cette ouverture européenne. Je crois que c'est ma dernière slide, et donc merci beaucoup, Diane. On passera les liens via la présentation qu'on mettra à disposition sur le site de Genius, en fait, où on mettra aussi à disposition des vidéos. Mais en tout cas, c'est un projet qui existe depuis longtemps, le PREPS, le PHRC encore depuis longtemps. Mais c'est bien de voir que les financements sont maintenus et à quel point les projets sont importants, et même sur le numérique en santé. Donc, je te remercie beaucoup pour la présentation très claire et instructive. Et on pourra maintenant entendre le professeur Châtelier pour votre retour d'expérience en tant que président de ce jury du PREPS. Donc, qu'est-ce que vous avez tiré en termes d'enseignement, même pour la sélection des projets, où est-ce que ça bloque, où est-ce que vous voyez du potentiel dans les projets, professeur Châtelier? Donc, je n'ai pas préparé de diapositive car la question à me poser est un peu difficile. Donc, je rappelle l'objectif de notre appel d'offres qui, comme l'a dit Diane, je dis la même chose, mais sous d'autres mots, c'est évaluer, voire expérimenter, ce n'est pas obligatoire d'employer une méthode expérimentale, des organisations avec l'objectif d'avoir une meilleure qualité des soins et des pratiques. Vraiment, c'est ça le PREPS, on trouve ça sur le site du ministère, c'est écrit de cette manière-là ou d'une autre. Donc, le principe, c'est l'organisation. C'est ça qu'on cherche à évaluer. Et donc, évidemment, moi, je voulais compléter ce que disait Diane, simplement en parlant d'informatique et voir un petit peu ce qu'on a vu, Diane, je dirais, ces 5 dernières années. On a vu monter l'informatique. Alors, je dis l'informatique parce que je ne sais pas quoi dire. C'est un des problèmes puisque chacun des thèmes actuellement mis en avant est en soi un problème et une difficulté quand on veut soumettre un projet. Donc, tout le monde connaît les big data, par exemple. Donc, on peut faire des choses à partir des big data et nous avons vu des projets exploitant les données, par exemple, des entrepôts de type assurance maladie ou éventuellement des entrepôts hospitaliers. Donc ensuite, très simplement, puisque on discute et après, je pense que simplement, il faut poser des questions.
on a tout ce qui est du domaine de la télémédecine, de la conciergerie médicale, des applications mobiles. Donc ici, le problème que nous avons, on va y revenir, c'est la liaison entre le développement de ces applications et la définition du dispositif médical qui a été vraiment redéfini il y a quelques semaines ou mois, ce qui fait que si bien moi, je ne peux pas être complètement à jour sur ce plan parce que je n'ai pas fini d'explorer la modification que ça faisait dans le système de soins, mais on va y revenir. Donc, on voit bien les applications mobiles. Typiquement, c'est quoi? Ça va être la start-up qui développe une merveilleuse application mobile qui va merveilleusement améliorer la qualité des soins. Et c'est une start-up aussi. Et un des problèmes des start-up, puisque souvent elles vont être en avant, c'est qu'elles ne connaissent pas grand-chose à la recherche clinique. Et donc, par conséquent, elles se trouvent démunies dès lors qu'il s'agit de parler dispositif médical, dès lors qu'il s'agit de parler, par exemple, de connexion à des systèmes type dossier médical hospitalier. Donc ensuite, je mettrai un petit peu plus en avant l'intelligence artificielle. Alors, ça ne veut rien dire le terme intelligence artificielle, c'est comme informatique, c'est générique. Et derrière l'intelligence artificielle, il y a énormément d'applications. Pour le coup, par exemple, on a les méthodes d'apprentissage qui sont particulièrement développées dans le domaine de l'imagerie et qui vont permettre d'interpréter automatiquement des radios, des images anatomopathologiques, etc. Un peu plus en avant encore, on a les robots. Donc, les robots demain, ils vont par exemple, et donc là, on commence à se rapprocher de l'organisation, et j'ai vu des papiers sur ce sujet, désinfecter les salles opératoires. Donc, c'est des robots qui font ça, et donc on voit très bien qu'ils vont interférer avec l'organisation du système de soins. De la même manière, il y a des robots qui vont prélever des échantillons médicaux, etc., etc. Et puis, on va encore un peu plus loin, et moi, je pense à un projet qui m'est soumis là, actuellement, et qui vient d'une start-up et qui me pose la question, à quoi peut servir l'impression 3D? Donc, en pratique, ces jeunes gens, puisque c'est une start-up, se posent le problème de modéliser la zone pathologique dans le domaine du cœur, et en modélisant cette zone pathologique, d'individualiser les prothèses. Il s'agit de poser des stents ou équivalents de stents, permettant donc d'adapter au mieux le dispositif à chaque malade. Donc, on voit très bien que là, on est dans le dispositif médical, et ce n'est pas le dispositif médical, mais ça va être les dispositifs médicaux, puisque finalement, chaque dispositif pourra être adapté au malade. On voit d'emblée le problème que ça pose. Et puis encore après, donc on a les jumeaux numériques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les jumeaux numériques, c'est des outils informatiques. Il y en a plusieurs derrière. Je serais bien mal placé pour expliquer ce que c'est, mais quelque part, on va évaluer, visualiser, je ne sais pas ce qu'on va faire, prédire, par exemple, comment va agir un traitement. On va également, éventuellement, se préparer à une intervention chirurgicale. Donc, on voit très bien que tous ces aspects vont poser des problèmes qui vont être des problèmes différents. Entre la modélisation 3D et l'exploitation d'une base de données médicale, il n'y a strictement rien à voir. Entre un dispositif médical et ce qui n'est pas un dispositif médical, il n'y a rien à faire. Donc, en pratique, je crois qu'il y a en fait à peu près trois questions à poser de notre côté qu'on pose systématiquement. Donc, la première question, et pour ceux qui veulent développer un dispositif, je dirais qu'elle est mortelle s'il n'y a pas de réponse, c'est est-ce que mon produit est un dispositif médical? Donc là, il y a tout un tas de supports pour cela. Ça va des sites gouvernementaux à des supports qui sont des supports privés qui vous permettent de répondre à cette question. Donc, la législation modernisée telle que je l'ai vue présentée par des professionnels de l'industrie pharmaceutique me semble extrêmement complexe et est encore en cours d'analyse. Pour moi, elle complexifie ce qu'il y avait par le passé, puisqu'on a quelque chose qui est un petit peu différent de la loi qui s'applique aux autres types de recherche. Alors, j'insiste encore à nouveau sur ce point, c'est que lorsqu'on est face à des startups, ce sont des petites structures, et donc les startups sont essentiellement des outils développés par des ingénieurs, et donc ils ne sont pas outillés en recherche clinique, et tout le technico-réglementaire leur échappe. C'est un véritable problème. Donc, je dirais, la première question que pose le jury, c'est est-ce que c'est un dispositif médical? Et si c'est oui, à ce moment-là, on va demander qu'il soit évalué, c'est-à-dire est-ce qu'il fonctionne?
et avec la technique donc demandée par la loi. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont plus de notre domaine et qui sont extrêmement intéressantes, donc qui sont les avantages et les inconvénients des innovations numériques. Donc, par exemple, on voit très bien que ce que nous réclamons, Diane vous l'a bien expliqué, c'est quelque chose qui va fonctionner dans la vie réelle. Autrement dit, vous n'allez pas monter votre dispositif à l'hôpital européen Georges Pompidou, puis il marche à Georges Pompidou, vous êtes content. Non. Vous avez comme objectif de monter votre dispositif médical informatisé et qui marche à l'hôpital européen Georges Pompidou, comme à l'hôpital de Fontainebleau ou à celui de Clermont-Ferrand. C'est totalement différent quand on a de l'informatique, puisque vous avez cité 3 hôpitaux et ces 3 établissements, probablement 3 systèmes informatiques différents. Donc, c'est un point fondamental. Est-il envisagé dans le projet une connexion, une relation, appelons-la comme on veut, avec donc les structures informatiques existantes? Sinon, c'est mortel, puisqu'on ne va pas savoir comment le dispositif va être implanté. Et alors, ensuite, donc, on va avoir donc à aborder, et ça va être l'objet du PREPS, là, c'est tout à fait important que ce soit bien abordé dans un contexte semi-expérimental ou expérimental. Ça va être, par exemple, quel est le niveau de dépendance à la connexion Internet? Si vous êtes connecté via Internet, quand Internet ne marche pas, il se passe quoi? Est-ce que vous échangez des données? Si oui, il y a tous les aspects failles de sécurité qu'il faudra aborder. Et puis, derrière, puisqu'il y a connexion, on a tous des problèmes pour se connecter de temps en temps, ça ne marche pas. On dit, ah, mon téléphone portable ne marche pas, etc. Généralement, il ne marche pas quand on a besoin. Voilà, et ça va se passer également. Donc, est-ce que c'est abordé? Et puis derrière, ce n'est pas neutre. Donc, par exemple, votre dispositif médical informatisé, il va évoluer. Donc, il va y avoir un coût d'entretien. Il va falloir le connecter. Cette connexion peut avoir un coût très important. J'ai eu cette expérience à Georges Pompidou, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect négatif de la chose. Et puis, il y a un aspect qu'on aime bien au PREPS, c'est se dire qu'est-ce qui se passe au point de vue du personnel médical, du personnel non médical, du patient, quand il y a une relation à la technologie. Donc, par exemple, on a vu ça dans le passé, les médecins ne sont pas très favorables finalement à l'aide à la décision médicale. Donc, il faut absolument qu'on ait quelque chose de qualitatif sur la position des médecins. Et puis, les malades, ils disent bah, « ce n'est pas un ordinateur qui va me soigner ». Donc, vous voyez ça, et cet aspect-là doit absolument être abordé, c'est-à-dire que la prise en charge qualitative par les patients, encore une fois, par les acteurs du système de soins, doit être pris en compte. Et puis également, ce qui se passe quand l'outil, par exemple, ne rend pas de réponse, c'est possible. Donc, par exemple, en imagerie, l'outil peut dire « je ne sais pas ». Et à ce moment-là, quelle est la position du médecin quand on a ça? Donc ça, c'est les inconvénients. Alors, les avantages, c'est plus simple, puisque quand on nous présente le projet, il n'a que des avantages en général. Hein. Donc, ça dépend de ce que fait le projet. C'est une meilleure prédiction, c'est une meilleure analyse des données de santé, c'est une meilleure communication, c'est une accessibilité qui est meilleure, c'est un temps de chirurgie qui va être amélioré par l'usage du robot. Il a été démontré que c'était faux, parce qu'habituellement, le temps chirurgical augmente, contrairement à ce que disaient les vendeurs au départ, etc. etc. C'est plus simple. Donc, vous voyez, j'essaye de vous montrer ce qui est spécifique à l'informatique. Et donc, si vous souhaitez soumettre un PREPS, il faut donc vous dire que la première question à poser, c'est est-ce que j'ai un dispositif médical? Et donc, pour regarder la définition du dispositif médical qui vient d'être vue. Et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas simple. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des collègues de l'industrie. Et si les collègues de l'industrie disent que ce n'est pas simple, je peux vous garantir que c'est vrai, parce qu'ils n'y ont pas intérêt. La deuxième chose, c'est que c'est un outil qui est technologique et qui va nécessiter l'interaction avec d'autres technologies, notamment toute l'informatique d'un hôpital. Ceci doit absolument être pris en compte. Troisième chose, il y a danger. Il y a danger parce qu'on va échanger des données, il faut que le patient soit protégé sur ce plan. Et puis enfin, donc on va tomber dans le PREPS, et donc il faudra bien peser les avantages et les inconvénients des innovations informatiques. Et donc, les inconvénients, pour l'informatique, il faut un peu inventer. Mais une des choses que moi j'ai vécues, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là, c'est la déception face aux échecs de l'informatique, les attentes qui ne sont pas du tout celles qu'on imaginait, etc. Et qui doivent être évaluées, ça paraît bête ce que je dis, mais par éventuellement des gens du domaine de la psychologie, de la psychiatrie, etc. et qui connaissent bien ces approches qualitatives. Voilà ce que je voulais vous donner comme conseil pour tous ceux qui seraient tentés de soumettre un PREPS.
et qui doivent soumettre des PREPS. Donc là, je parle au nom de Diane, parce que réellement, l'informatique va changer ou ne va pas changer l'organisation d'un certain nombre de thèmes qui relèvent du soin. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci, professeur Châtelier, pour cette analyse critique sur la doctrine de sélection des projets PREPS et même les conseils que vous avez pu passer indirectement par rapport aux porteurs de projets futurs et actuels. Donc, on vous transmettra les liens vers les appels à projets qui sont aussi sur le site de la DGOS disponibles. Juste pour aussi faire la parallèle avec ce qu'on s'est dit ce matin sur les projets européens, professeur Châtelier, ces questions que vous évoquez, évidemment, s'appliquent aussi pour les projets européens. Pour information, on a une task force qu'on a lancée avec EIT Health, qui est aussi présent dans cette salle, sur justement les travaux autour de l'harmonisation des critères d'évaluation des dispositifs médicaux numériques, qui regardent aussi qu'est-ce qu'on entend par là pour se mettre d'accord sur une définition commune, parce qu'à ce jour, on n'en a pas de définition de cette catégorie-là. Oui, c'est pour ça que j'ai insisté sur c'est quoi. Entre le big data et puis le jumeau numérique, on voit bien que ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, il y a besoin d'une espèce de taxonomie. On est vraiment au début, hein, de taxonomie des méthodologies qu'on va appeler informatique de santé, quoi. Exactement. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. On va donner la parole maintenant à Alban Dupoux pour ensuite laisser aussi la parole aux personnes de la salle et aussi virtuellement de poser vos questions. Donc, Alban, merci. Donc, je vais faire rapidement. Comme vous l'avez vu dans la présentation de Diane, il y a une multitude aussi d'acteurs que vous pouvez impliquer pour monter ces projets qui sont plutôt compliqués de premier abord. Il y a un jargon, il y a une méthodologie de réponse à acquérir. Et donc, je fais partie, moi, du groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation de l'Est, donc le GIRCIES, qui est une structure support d'appui à la recherche qui va aider au développement de toutes les activités de recherche de tous les offreurs de soins du territoire Est. Donc, ça va de la maison de santé, même du cabinet libéral, jusqu'au CHU. On est dans des actions qui sont d'accompagnement, de facilitation, donc entre créer des liens, trouver des outils, mutualiser ces outils pour favoriser ce développement de recherche. Et en particulier, on a différentes actions, autant sur la mutualisation de compétences rares ou de logiciels coûteux, mais aussi sur des actions de formation, d'information à direction de tous les professionnels de santé ou de recherche de l'interrégion. Et enfin, toute une action d'animation scientifique, soit avec des colloques, soit en finançant des projets ou en instruisant des projets, des appels à projets pour le compte de la DGOS. Généralement, vous connaissez le PHRC interrégional, mais on a d'autres appels à projets en recherche paramédicale ou en soins primaires ou en émergence de la recherche clinique. Et donc, dans ce cadre-là, on essaie au maximum d'accompagner les porteurs, donc de réussir à les identifier, à leur donner les bases de l'information pour après les aiguiller vers les bonnes structures de soutien pour qu'ils puissent déposer ces projets. Et donc, depuis déjà plusieurs années, depuis plusieurs campagnes, nous essayons par notre appel d'offres d'émergence, qui s'appelle J'investis, d'aider les premières preuves de concept, les premiers projets de réutilisation des données issues des hôpitaux ou d'autres structures pour maturer et aller vers d'autres appels d'offres comme le PREPS ou encore ou d'autres généralement qui sont à l'ANR. Voilà. Et donc, on est à votre disposition. Et puis, il y aura des dispositifs de financement dans le cadre de la stratégie d'accélération du numérique en santé qu'on vous a présenté ce matin et aussi dans l'atelier précédent. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour la moindre question sur les appels à projets qui vont être lancés. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, un peu moins, pour avoir vos questions dans la salle virtuelle et dans la salle ici. J'ai vu que Jérôme de EIT Health voulait poser une question, donc je te passe peut-être directement la parole. Oui, merci Louisa. Non, peut-être une question à... Pardon. On entend, juste pour voir, est-ce que vous entendez bien Oui, d'accord. Oui, il y a toujours le micro. Merci. D'accord, ok. Peut-être une question à Gilles Châtelier, parce que je coordonne avec Louisa cette task force dont on parle et qui a pour ambition effectivement de définir la taxonomie dont vous parliez, mais non pas sous un angle risque, sécurité, patient, puisque ça, le Medical Device Regulation du marché le fait déjà très bien, et il y a plein de gens qui y réfléchissent, mais plutôt sous l'angle effet positif, on va dire, ou evidence generation,
génération de la preuve médicale ou clinique. Et je me demandais si vous aviez des recommandations à faire sur ce sujet ou des travaux que vous pourriez porter à notre connaissance. Oui, je pense que finalement, disons, l'intégration dans le système de soins d'un dispositif médical informatisé, appelons-le comme ça, faute de mieux dans l'incertitude actuelle, ça ressemble assez à l'histoire naturelle d'un test diagnostique. Donc, vous voyez, quand on invente un nouveau test diagnostique, on va commencer par regarder s'il marche. Vous avez une protéine qui doit augmenter au cours d'un certain cancer, vous regardez chez des malades très, très cancéreux, si elle est plus haute dans son dosage plasmatique que chez des malades normaux comme vous et moi. Très bien, ou des sujets normaux comme vous et moi. Et puis, petit à petit, vous allez vous rapprocher du système de soins. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, vous allez monter, par exemple, des études cas témoins qui vont vous dire, voilà, chez des sujets malades, voilà le résultat du test diagnostique, et chez des sujets non malades, etc., etc. Puis à la fin, c'est surtout la fin qui m'intéresse, vous allez travailler dans des cohortes représentatives de la population générale. Si on vient à votre question, en fait, c'est exactement comme le médicament, on a des tests diagnostiques, on a bien sûr l'analyse de la sécurité, etc., dans un monde qui est un monde relativement restreint, celui du laboratoire. Et donc, quand on donne un médicament à des patients, en général, il n'a pas d'effet secondaire grave, sinon on ne le ferait pas. Donc, dans l'informatique, ce point-là n'est pas envisagé. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. C'est-à-dire qu'on a une innovation, et cette innovation ne peut faire que du bien. En fait, c'est comme ça qu'elles sont généralement présentées. Or, non, pas du tout. Donc, par exemple, j'ai une expérience, par exemple, dans mon hôpital, qui est complètement informatisé depuis longtemps, l'hôpital européen Georges Pompidou. Et donc, on a développé une application visant à optimiser la prescription d'anticoagulants. Et cette application a été développée par l'équipe même qui nous a demandé de l'installer. Et quand on a fait le test, réellement, un PREPS, c'est un mini PREPS, on va dire, eh bien, on s'est aperçu que les gens n'utilisaient pas. Et donc, vous voyez bien, c'est l'équipe qui avait développé le modèle permettant de faire les calculs nécessaires au choix du meilleur médicament. Et donc, quand vous demandiez aux gens pourquoi ils ne l'utilisaient pas, ils vous disaient parce que j'y crois pas, ou parce que l'informatique, ça ne marche pas, ou parce que quand même, il y a l'avis du médecin qui est nécessaire, parce que sinon, c'est trop risqué. Et donc, je passe les choses qu'on peut entendre. Et donc, dans un premier temps, il faut envisager les effets négatifs qui vont aboutir non pas à des effets secondaires, parce que ça, c'est éliminé par les premières phases de développement, mais à un rejet de l'application informatique. Et le rejet d'application informatique est fréquent. Dans les enquêtes américaines, le premier harceleur à l'hôpital, c'est qui? Alors, je réponds parce que je ne suis pas dans une salle, c'est le système d'information. Donc, juste, il faut savoir dans quel contexte on se situe. Et donc, là encore, pour les développeurs de produits, la facilité d'utilisation, etc. Donc, voilà. Donc, derrière, sur l'efficacité, à la limite, c'est beaucoup plus facile. Mais en fait, beaucoup de ces outils sont rejetés. Et c'est pour ça que j'ai choisi, dans ma réflexion tout à l'heure, de ma présentation orale, eh bien, d'insister sur les effets secondaires, en fait, qui ne sont pas des effets secondaires graves, ce ne sont pas des effets qui vont tuer, mais c'est des effets qui vont faire que l'application va être refusée. Je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que j'ai dit, mais ça me paraît très important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On attend. Il nous reste un peu de temps. Oui, bien sûr. Ouais. Bonjour, en fait, je m'interroge en quoi… Se présenter. Oui, Jonathan Leuz, donc je suis directeur du groupement régional d'appui au développement de la e-santé de la région Grand Est, Pulsi. Quand j'entends les exemples cités sur les innovations d'ordre organisationnel, j'entends produits à apporter au marché, j'entends réplicabilité. Je m'interroge sur l'éligibilité. J'ai deux exemples qui me viennent en tête qui ont des impacts organisationnels et des optimisations qui peuvent voir le jour. C'est par exemple les modèles prédictifs qui vont anticiper les niveaux d'affluence aux urgences, qui vont permettre de repenser le dimensionnement des équipes et la gradation des dimensionnements. Est-ce que ce type de thématique
peuvent être éligibles. Il y a déjà des projets de ce type qui ont été lancés dans le cadre d'un PREPS. C'est vrai que là, on a une approche… il n'y a absolument pas besoin qu'il y ait une technologie pour faire un PREPS. Je peux confirmer, hein, c'est Gilles Châtelier, je peux confirmer. Oui, bien sûr que c'est éligible. Et Dieu sait que l'amélioration de la prise en charge aux urgences, c'est un sujet important. Dans un hôpital que je ne citerai pas réellement pour quelqu'un de ma famille, on m'a dit je ne vous conseille pas d'y aller parce que l'attente moyenne est de 7 heures. Donc oui, il y a besoin d'améliorer. Et pourquoi pas utiliser des méthodes informatiques. D'accord. Donc, il y a une méthodologie d'évaluation. Alors, on a quelque part, il faut se dire, si on veut montrer que ça améliore, il faut se méfier de ce qui se passe actuellement. Donc, par exemple, actuellement, on est d'une très mauvaise passe pour évaluer les systèmes de soins, puisqu'il y a eu une énorme difficulté actuellement, avec des recrutements d'infirmières qui ne vont pas, des recrutements d'IBOT qui ne vont pas, etc. Donc, il faut prendre en compte ça. Et donc, sans groupe contrôle, je pense que ça va être difficile de mettre en évidence qu'on est efficace. Donc, à ce moment-là, les groupes contrôle, on va tirer au sort, vous voyez, ou comparer plutôt des structures ou des décideurs de soins, vous voyez, des médecins que des malades. On va tirer au sort plutôt ce type d'unité statistique, comme je dirais moi. Et il faut vraiment réfléchir donc à effectivement comment dire, une évaluation concomitante de ce qui se passe actuellement dans le système de soins. Je pense que vous êtes au courant, mais ce n'est pas une crise que nous vivons. C'est une anomalie structurelle voulue par les gouvernements successifs depuis 20 ans, qui aboutit au fait, vous avez un très bel article du Lancet récemment, que nous avons le taux le plus faible de médecins et le taux le plus faible d'infirmières des pays européens développés actuellement. Et avant que nous corrigions ça, il y en a pour 10 ans au moins. L'autre exemple, mais j'imagine que la réponse est comparable, c'est tout ce qui relève… Alors, là, du coup, c'est de l'innovation un peu conceptuelle qui met l'outil informatique et le traitement de data à profit. C'est tout ce qui tourne autour du People Health Management, responsabilité populationnelle. Là, le concept est en soi d'exploiter la data pour faire du ciblage le plus en amont possible de pathologies qui sont instruites déjà par l'état de l'art médical, par les recommandations, notamment HAS. Là, c'est la méthodologie en tant que telle qui a comme objectif et ambition de démontrer sa rentabilité. Aujourd'hui, on le voit émerger plutôt à travers des financements d'outils, par les crédits e-parcours, par exemple, à travers d'autres soutiens. Est-ce que ce type d'instruction, c'est quelque chose qui… Alors, personnellement, je ne sais pas, Diane, tu peux peut-être m'aider. Moi, je ne vois pas bien exactement le domaine applicatif, mais quelque part, vous avez envie d'aider à l'organisation du système de soins. Donc, on est pile dans le PREPS. D'accord ? Voilà. Hein, j'ai l'impression… Vas-y, Diane, pardon. Une conception qui est assez générale. Après, ça va dépendre de votre projet de recherche et de l'objectif de recherche. Si l'objectif de votre projet de recherche, il aboutit à quelque chose qui a un impact sur l'organisation, sur le système de soins, et qu'il est là, oui. Si l'objectif de votre projet de recherche est de vous montrer l'efficacité clinique de quelque chose, moins. Donc, c'est difficile de vous répondre de manière générale sur la thématique. La thématique en tant que telle, oui. Mais ce qu'on va regarder au PREPS, c'est clarification, le projet, démonstration. Quelle question de recherche. On reste sur des projets de recherche, donc avec qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez en fait, qu'est-ce que vous cherchez à montrer, quelles connaissances vous allez apporter et en quoi, soit directement ce que vous cherchez a un impact sur l'organisation ou en quoi les connaissances que vous apportez va avoir un impact potentiel sur l'organisation. Je partage la réponse de Diane. J'ajoute encore une fois que là encore, la structure de votre projet de recherche, elles sont souvent compliquées, hein, les structures des PREPS, va être fondamentale pour l'acceptation d'un projet et elle va viser à démontrer que par rapport à l'organisation actuelle, par rapport à la situation actuelle, sans biais, votre stratégie, votre produit, votre méthode, etc., améliore ce qui doit être amélioré. Et souvent, ce n'est pas simple. Comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, on tire au sort des structures, on tire au sort des médecins et pas des malades, monter un essai randomisé, contrôlé
Donc, on parle traitement A, le traitement B chez des malades, c'est pour moi assez simple. Monter un PREPS, ce que j'ai fait également en tant que méthodologiste, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec l'informatique, je dirais qu'on en rajoute une couche. Voilà. Ce n'est pas pour vous décourager, au contraire, c'est passionnant. On mettra bien les défis pour ces futurs projets, porteurs de projets ici en salle et dans la salle virtuelle, on espère. Je pense qu'il est temps de boucler cette séance-là brève sur donc, le PREPS. Donc, merci infiniment, professeur Châtelier, d'avoir été là virtuellement. Merci Diane à côté de moi pour la DGOS pour le PREPS et Alban du coup donc, pour le GIRCI Est d'avoir été là avec nous. Et merci à tous les participants. Nous mettrons tout à disposition par la suite. Nous vous souhaitons un très bel après-midi. Au revoir.